Très bien. Alors oui, donc le documentaire qu'on réalise, on a décidé de commencer à le réaliser, de le tourner au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc le soir des élections européennes, et parce qu'on s'attendait, et c'est ce qu'on craignait beaucoup, à avoir un gouvernement du Rassemblement national. On a réussi, grâce à l'Union de la gauche, à avoir une victoire même relative du nouveau Front populaire. Ça a été un souffle, on a repris notre souffle, mais on s'est retrouvé confronté à un mépris de démocratie de la part du président Macron, et on a voulu à la fois suivre l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité depuis maintenant presque 6 mois qu'on a lancé le tournage, et le tournage se poursuit jusqu'à peu près dans un mois. Juste avant les vacances de Noël, on va terminer le tournage. Possible, effectivement, c'est... Solution, je dis une connerie, il n'y a pas le droit. Enfin, plutôt censure. Prochaine motion de censure. Prochaine censure et prochain Premier ministre potentiel, c'est ce qui se discute en tout cas. Et on va en discuter entre nous. Et puis en fait, le but de ce documentaire, c'est de montrer qu'il y a plein de formes d'engagement qui existent, et que c'est des gens comme tout un chacun qui s'engagent, et qu'il y a une diversité de profils qui s'engagent de diverses manières. Donc on va commencer. Donc je m'appelle Benoît Delru, je suis journaliste pour Infoscope. Arash Saïdi, je prononce bien? Saïdi. Saïdi. Arash Saïdi, donc bonjour. On peut se tutoyer? Je tutoie d'habitude les personnes que j'interviewe pour notre documentaire. Donc tu es député européen à la France Insoumise et figure locale, notamment en tant que gérant du BDC, que les Angevins connaissent bien, le bar du centre. Première question, c'est possible d'être un patron et d'être de la gauche radicale en même temps? Bah oui, on y arrive bien. En fait, moi je joue avec la règle du jeu. La règle du jeu actuelle, c'est celle-là. Je joue avec, même si moi je suis pour une autre société. Mais c'est ce que je dis souvent quand on est dit « Ah ben vous êtes de gauche et vous êtes chef d'entreprise ou je ne sais quoi ». D'ailleurs, on veut pas... Moi par exemple, je ne veux pas nationaliser toutes les entreprises, je veux juste nationaliser des entreprises qui par définition sont dans une situation de monopole ou qui sont dans un domaine où la concurrence ne peut pas marcher. Dans le rail, typiquement, parce qu'en ce moment c'est le sujet, il n'y a qu'un tuyau. Vous pouvez faire passer qu'un train à la fois. Donc la concurrence, elle est forcément factice, et d'ailleurs c'est pour ça que la concurrence dans le rail, on l'impose au forceps, à coup d'obligation de se séparer de telle ou telle filiale ou de libérer des sillons. Et d'ailleurs, je remarque que les Britanniques eux-mêmes, qui sont quand même pas des... c'est pas l'Union soviétique, hein, la Grande-Bretagne, les Britanniques eux-mêmes, après plusieurs décennies de privatisation, ont constaté l'échec et viennent de renationaliser le rail. Mais donc, dans une activité comme la mienne, oui, ça s'adapte. Après, on a une phase... Alors, au-delà de la blague, ce que je voulais montrer, c'était que tu avais un parcours assez atypique, finalement, en tant qu'entrepreneur et engagé à la France Insoumise. Mais... Même comme parlementaire, on n'est pas... je dois être le seul de mon domaine. De ton profil sociologique Dans mon secteur d'activité, on n'est pas beaucoup de l'hôtellerie-restauration. Dans le groupe... Non, de tout le Parlement. Tout le Parlement. Ah ouais. Ah ouais. Au-delà même du groupe auquel tu appartiens. C'est pas un profil très répandu. Il y a des chefs d'entreprise, mais moins dans ce secteur-là. Pas trop dans la restauration, le bar. Okay. Donc ce matin, on est le vendredi 22 novembre, tu as accompagné les 7 grévistes de Michelin-Cholet qui étaient convoqués au tribunal d'Angers. Tu les as accompagnés au tribunal pour leur convocation. Question assez simple, quand on est eurodéputé, on pèse plus quand on est dans le Parlement européen ou quand on est sur le terrain? J'ai envie de dire quand même plus dans le Parlement, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas très identifiés. Nationalement, nationalement, les gens, ils ont plus leurs députés nationaux en tête, qui sont beaucoup plus médiatisés. C'est vrai que nous, d'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît un peu au Parlement européen. On est
un peu plus en recul, les temps sont un peu plus longs, on est moins dans l'immédiateté. D'ailleurs, quand une directive ou un règlement entre en vigueur, il y a un petit temps de décalage entre le vote de la directive ou du règlement et son application sur le terrain. Et nous, les temps sont un peu plus longs parce qu'en plus, il y a 27 pays à coordonner. Moi, j'aime bien. Alors, par contre, le poids du Parlement, enfin le poids des règles européennes, on les sous-estime beaucoup, puisque derrière, c'est elles qui nous dictent la privatisation dans le rail, l'ouverture à la concurrence. C'est sur les règles européennes que s'appuie. Alors après, on peut discuter de l'interprétation, mais c'est sur les règles européennes que s'appuient les autorités de concurrence, par exemple, là récemment pour contester l'existence du tarif réglementé de l'électricité. Donc, on a quand même c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de choses qui se jouent, le Parlement européen. Donc effectivement, il y a beaucoup de règles européennes qui ont un impact direct sur nos vies. On le voit aujourd'hui avec la mobilisation des agriculteurs contre le CETA, qui se négocie à l'échelle de l'Union européenne, pas le CETA, pardon, avec le Mercosur, qui se négocie à l'échelle de l'Union européenne avec l'Amérique latine, et avec aussi à l'intérieur de l'Union européenne un dumping social dont sont victimes aujourd'hui, seraient victimes demain en tout cas, les salariés de Michelin, puisque Michelin veut délocaliser en Pologne et en Italie l'activité de Cholet. Et justement, ces règles européennes, elles sont édictées, on a l'impression que c'est assez éloigné de nous, et on a d'autant plus cette impression que le Parlement européen semble ne pas être la principale institution. Typiquement pour le traité sur le Mercosur, la tentation qui existe aujourd'hui au sein de la Commission, ce que risque de faire la Commission, quand ce genre d'accord, vous le faites global sur les trois plans, c'est-à-dire commercial, coopération et échange entre les deux zones, vous êtes obligé, de passer par le Parlement pour le valider, et après il faut une ratification. Si vous séparez le volet commercial du reste, sur le volet commercial, la Commission, en fait, elle est libre, elle peut signer l'accord. Pas besoin de ratification, et là c'est la tentation qu'ils ont. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on a des rumeurs permanentes ils vont signer l'accord commercial, et là à nouveau c'est possible qu'ils le fassent la semaine prochaine. Ton élection au Parlement européen a coïncidé avec la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est le point de départ de notre documentaire aussi. C'est le point de départ d'un nouveau cycle politique. 6 mois après tout l'épisode estival où on a été sans gouvernement pendant plusieurs semaines, après il y avait les JO. Après Michel Barnier a été... Après Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, donc représentant issu des Républicains, qui n'est pas de loin le parti qui a gagné, ou la coalition qui a gagné les élections législatives anticipées, Premier ministre. Je peux une anecdote là-dessus. On croise des Républicains à Bruxelles, même eux, en off, me disent on a fait le braquage du siècle, on fait 3%, on a le Premier ministre. C'est-à-dire que même eux sont conscients de l'incongruité d'avoir nommé un parti qui a fait 3% et pas le parti qui est arrivé premier, enfin la coalition qui est arrivée première à Matignon. Et justement, aujourd'hui, ce Premier ministre défend à l'Assemblée nationale et au Sénat un budget d'austérité qui est amendé, mais on a bien peur qu'il soit rejeté en bloc, ou que du moins il y a un 49.3 qui fasse que tous les amendements passent à l'as, notamment les amendements qui allaient dans le bon sens. Ils ont déjà fait un petit... c'est-à-dire comme il y a des délais, pour aller vite sur la loi de finances, il y a vraiment des délais, ils faisaient traîner, et comme ça, si l'examen n'était pas terminé à telle heure, tel jour, et en plus ils n'ouvraient pas les séances de nuit pour aller au bout de l'examen, tous les amendements qui étaient, parce qu'on a réussi à faire quelques beaux amendements sur ce texte, ils sautent automatiquement parce qu'on revient au texte initial. Et donc ils utilisent un peu tous les... C'est-à-dire que
tu parlais de déni démocratique. Non seulement, déjà, il y a eu la pause pendant 2 mois, on ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, il y a la nomination d'un Premier ministre issu d'une force politique qui n'est pas du tout arrivé en tête de l'élection. Et moi, l'argument de oui, mais vous étiez qu'une majorité relative. Oui, une majorité relative, c'est une majorité quand même. Donc les autres sont encore moins majoritaires. C'est quelque chose qu'à l'échelle européenne, on connaît d'ailleurs. N'importe quel. Le gouvernement espagnol, aujourd'hui, il avait une majorité relative. On nous compare d'ailleurs souvent à l'Espagne en disant oui, mais d'ailleurs, en Espagne, le PSOE n'était pas arrivé en tête. Non, mais on a d'abord demandé à la droite de former un gouvernement, elle n'a pas réussi, et ensuite le PSOE, on lui a demandé de le faire, il a réussi. Et nous, c'est ce qu'on demandait, c'est-à-dire que normalement, on va dans l'ordre. La force arrive en tête, on lui demande d'essayer de former un gouvernement, elle y arrive pas. Mais en tout cas, c'est le jeu démocratique. On lui donne la possibilité d'essayer de former le gouvernement. Et là, donc premier déni, c'est ça. Ensuite, il y a le temps d'attente. Ensuite, la nomination de quelqu'un qui n'a pas, loin de là, remporté l'élection. Et ensuite, même quand, malgré tout ça, on arrive à faire voter des amendements, c'est par vote, ils ne sont pas apparus par margie, les textes passent devant l'Assemblée nationale, il y a des amendements qui sont votés, et c'est quand même l'expression démocratique. Et bien même là, on a une petite astuce en faisant un peu traîner pour revenir au texte d'origine. Enfin, tout est fait pour ne pas écouter notre voix. Beaucoup de personnes se sont mobilisées lors de la campagne des législatives, dans notamment quelques semaines de campagne qui ont eu lieu entre la dissolution et le vote des 2 tours. Mais le 1er octobre, première grève nationale interprofessionnelle suite à la nomination de Michel Barnier et même suite aux législatives anticipées, nous étions peu nombreux dans la rue. Est-ce qu'on peut mobiliser massivement sans être au pied du péril fasciste ? J'espère que oui. Après, moi, ce que je constate effectivement, c'est qu'il y a une forme de lassitude des gens, et c'est là où il faut faire attention, c'est que après la lassitude, il peut y avoir des réactions plus violentes, malheureusement, ou un désintérêt total pour la démocratie. Ça fait maintenant depuis quasiment 10 ans, je vais remonter, on va dire, aux lois travail, qu'on a une succession de gouvernements qui manifestement n'écoutent pas la désapprobation de la rue du peuple en général. Alors oui, ils ont été élus, oui, ils ont une légitimité par les urnes, mais enfin, il n'y a pas que ça. La démocratie sociale, elle existe aussi. Et depuis 10 ans, on constate que ces gouvernements contournent ou font du dialogue social à minima, prennent des mesures manifestement très impopulaires à répétition, répriment les expressions de désaccord dans la rue plus ou moins violemment, mais quand même plutôt de plus en plus. Et effectivement, les gens, ils ont une impression de... c'est-à-dire qu'avant, quand vous manifestiez votre mécontentement par des mouvements sociaux massifs, à un moment donné, le gouvernement finissait par vous écouter. Alors, il ne reculait pas forcément tout de suite, il ne reculait pas d'un coup. Des fois, c'était « Oh bon, allez, je vais oublier de promulguer la loi pour sauver un peu la face ». Mais il y avait une sorte de réaction, en général. Là, vous avez l'impression depuis 10 ans que vous n'êtes pas entendu. Alors effectivement, il y a une sorte de lassitude des gens, j'ai l'impression, qui se disent à quoi bon et qui trouvent d'autres formes d'expression, alors parfois plus virulentes, qui trouvent des formes d'expression par le mépris aussi. C'est-à-dire que quand on constate aujourd'hui qu'il y a un rejet de la politique, qu'il y a un désaveu, qu'il y a un manque de confiance, ça vient aussi de ça. C'est-à-dire que c'est écoutez, vous ne nous écoutez pas. Alors malheureusement, pour des gens comme nous, qui je pense sont un peu plus à l'écoute des aspirations populaires, on est parfois mis dans le même sac.
Mais oui, les gouvernements successifs depuis Manuel Valls, moi je pense, ont une attitude qui peut devenir dangereuse pour la démocratie et qui peuvent nous emmener vers une mauvaise pente à force de rompre la confiance avec le peuple, dont je rappelle quand même, notre légitimité ne vient que de là. Donald Trump sera président des États-Unis pour au moins les 4 prochaines années. On observe une fascination assez similaire avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen ici en France. On a l'impression que l'extrême droite gagne une bataille culturelle, notamment auprès des classes populaires. Comment la gauche doit s'organiser pour contre-attaquer et riposter dans cette bataille culturelle? Alors, je veux dire... La palissade, d'abord on est camp de gauche. Ça paraît, bon, je le fais un peu en boutade, mais c'est très sérieux. Le mandat de Joe Biden, visiblement, a déçu, parce que là le score est sans appel, a énormément déçu les gens qui avaient voté pour lui il y a 4 ans. Et c'est un schéma qui se reproduit souvent, c'est pas la première fois. On peut faire le parallèle avec des choses qui se sont passées en France, et y compris la campagne de Biden au début et de Kamala Harris. En fait, quand on fait des campagnes Canada Dry, où on essaye un peu quand même de ressembler à la droite, de reprendre son vocabulaire pour paraître gestionnaire, je ne sais quoi, ça ne marche pas. Donc déjà, en fait, il faut qu'on ait, pour répondre à ce ras-le-bol des gens, parce que la montée de l'extrême droite, elle vient aussi d'un ras-le-bol, et ce que je disais tout à l'heure, d'une rupture de lien de confiance avec la classe, avec les dirigeants. Il faut avoir un programme de rupture avec une société dont les gens se rendent bien compte qu'elle n'est ni juste ni égalitaire. Quand une statistique de l'INSEE là, démontre que le programme, le programme de Emmanuel Macron depuis sa réélection a eu comme résultat d'appauvrir de 300 € les 10% de Français les moins riches et d'enrichir de 300 € les 10% de Français les plus riches. Enfin, c'est vraiment, j'ai pris 300 € dans la poche des moins riches et je l'ai mis dans la poche des plus riches. Et ça, les gens, ils s'en rendent bien compte au quotidien. Donc, c'est en luttant contre ça, c'est en ayant un discours qui est le même avant l'élection et quand on gagne, une fois qu'on est aux manettes. On ne peut pas dire mon ennemi c'est la finance et 3 jours après l'élection, 3 mois après l'élection, annoncer le CICE. Pas possible de faire des choses comme ça. Et puis, moi je pense que c'est dans le concret, c'est pas forcément en criant au loup. Les gens ils nous écoutent plus quand on crie au loup, quand on crie « Ah, attention, l'extrême droite c'est dangereux ». C'est en montrant concrètement, parce qu'on propose que ce qu'on propose c'est dans l'intérêt des gens, et 2, quand on est aux manettes, de faire ce qu'on a proposé 6 mois avant. Alors justement, sur crier au loup, effectivement, il ne s'agit pas de faire campagne que contre le fascisme ou contre l'extrême droite, puisque justement, ce qu'a réussi Donald Trump, c'est de faire un référendum de l'élection présidentielle américaine et de son succès, un plébiscite. C'est ce que l'extrême droite attend. Et est-ce que la gauche peut, avec les règles actuelles, puisqu'on parlait des règles actuelles, justement faire valoir son propre projet et créer un débat autour de son projet et de ses propositions, plutôt que d'être dans la réaction aux propositions? La preuve que oui, par exemple, mine de rien, la campagne qui a suivi la dissolution, je constate qu'on est quand même arrivé en tête. Donc il y a aussi ça, quand on arrive à avancer ensemble, à proposer un projet commun, on peut avoir des belles victoires électorales. En 2022, quand on fait la NUPES, mine de rien, on fait des scores auxquels on ne s'attendait pas. Tout le monde pensait qu'on sortirait avec 30 députés après la réélection de Macron, on en a eu beaucoup plus.
Et moi, je fais partie des gens qui pensent que si on avait continué sur ce chemin-là, si on avait continué à bien travailler ensemble et à parler d'une même voix, on aurait progressé, y compris pour les européennes, plutôt que de faire 4 ou 5 listes séparées. Et on aurait pu. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à infuser et à faire tourner le débat autour de nos propositions. Alors, effectivement, quand on part diviser pour des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes, pour se recompter par exemple aux européennes, parce que je reviens là-dessus, mais ce qui fait aussi qu'Emmanuel Macron se dit tiens, je vais dissoudre, c'est parce qu'on vient de partir séparés sur les européennes et qu'il fait le pari qu'on ne va pas réussir à se rassembler. Et nous, au moment de faire les listes aux européennes, on disait à nos partenaires attention, là vous nous dites c'est pas grave, on peut partir séparés parce que comme ça, alors projet machin, c'était pour se recompter. Parce qu'on ne se satisfaisait pas du score réalisé en 2022. On peut partir séparés et puis d'ici 2027, on rediscute et on refait des trucs ensemble. Mais nous, on leur disait, mais vous êtes sûr qu'Emmanuel Macron ne va pas dissoudre à un moment là dans tout ça? Et c'est ce qu'il a fait dès le lendemain. Et on aurait quand même été beaucoup plus fort si on avait fait toute la campagne des européennes ensemble pour repartir après la dissolution ensemble. Alors, on a eu une réaction, un sursaut salutaire, on a réussi en quelques heures à se remettre d'accord alors que ça faisait 6 mois qu'on n'y arrivait pas. Est-ce qu'il y aurait eu la dissolution? Est-ce qu'il y aurait eu la dissolution si ce n'était pas le RN qui est arrivé en tête des européennes, mais la Commission? Alors peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, mais en tout cas, il ne l'aurait pas fait parce que nous, on serait peut-être arrivés en tête de l'élection européenne. Donc le débat, il aurait tourné aussi autour de nos propositions, pendant toutes les européennes et après. Et puis on aurait été encore plus prêt pour 2027. De toute façon, à un moment donné, il y a une échéance normale de l'élection. Et là, je constate, ça fait 2 fois de suite qu'on est obligé de se rassembler dans l'urgence. Plutôt que d'attendre, on dirait un gamin qui doit rendre son devoir le lundi, là, et qui attend, et puis le dimanche à 23h, il se dépêche, faut qu'il boucle. Mais plutôt que de faire ça, travaillons sur le long terme. Ayons un discours commun dès maintenant pour 2027, et comme ça, les propositions, enfin les articles de presse vont tourner autour de nos propositions, plutôt qu'à essayer de savoir si l'un ou l'autre des acteurs de la gauche a dit un truc qui avait une virgule de différence avec l'autre. Donc c'est aussi comme ça qu'on y arrive. Mais tu sais aussi, et ce sera ma dernière question, qu'en 2027, les articles de presse en prévision de cette échéance tournent autour des personnes, puisque c'est une élection présidentielle qui précède les élections législatives. Donc on parle moins de programme, mais plus de personnes qui incarnent. Et aujourd'hui, penses-tu, par exemple, que la France insoumise doit proposer quelqu'un pour incarner l'union de la gauche? Parce que aujourd'hui, le débat tourne autour de pour Mélenchon ou contre Mélenchon. Et c'est pas moi qui en fait le relais, c'est la plupart des médias qui infusent Peut-être parce qu'aussi ils ont intérêt à... Moi, ce que je constate, déjà, la bonne méthode pour moi, ce serait déjà mettons-nous ensemble, on aurait pu le faire aux européennes. Là, on l'a fait, et puis à peine l'élection passée, il y a des gens toujours les mêmes, je vais citer Fabien Roussel, mais je pourrais citer François Hollande. Dès le lendemain de l'élection, François Hollande, il a été élu grâce à l'étiquette NFP. Hein. Dès le lendemain de l'élection, il veut déjà faire péter le NFP. Enfin, mais c'est une habitude chez lui, c'est-à-dire qu'il a quand même été élu sur un programme, dès le lendemain, il le remet en cause. Mais donc ça, c'est une chose. Donc si on est unis déjà, si on commence à bosser, on peut avancer. Et puis derrière, le choix de la personnalité. Moi, je ne sais pas si ça doit absolument être Jean-Luc Mélenchon ou pas le candidat. Ma petite préférence, mais il y a plein d'autres personnes à la France insoumise qui ont beaucoup de talent et qui ont beaucoup de légitimité aussi. Ce qui m'importe, c'est d'abord la ligne. Par exemple, si je vous dis, j'ai pas très envie que ce soit François Hollande le candidat de la gauche en 2027, c'est pas parce que je l'aime pas ou c'est pas parce que je trouve pas ses blagues drôles. Par ailleurs, il est drôle. Mais
c'est parce que la ligne qu'il porte, et par ailleurs ses actes, m'ont prouvé que je n'étais pas satisfait de ce qu'il faisait. Mais en tout cas, ce que tu dis est vrai. Faisons attention, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même celui qui, 2 élections de suite, a fait à lui tout seul le double du score de tous les autres candidats de la gauche réunis. C'est la personne qui fait retourner aux urnes des pans entiers de notre électorat de gauche qui n'allait plus voter ou qui n'avait jamais voté. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine cote de popularité. On a été beaucoup à dire oui, les milieux populaires, les milieux populaires. Lui, au moins, il sait leur parler et les milieux populaires ont confiance en Jean-Luc Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si c'est lui le candidat final, la solution finale. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est certainement pas lui le problème. Quand on a fait 1,97%, on est particulièrement mal placé pour accuser celui qui a fait qui a fait presque 22%, d'être le problème de la gauche. Moi, je pense plutôt qu'il fait partie de la solution. Il n'incarne pas la solution à lui tout seul, parce que je disais, il faut qu'on se rassemble tous. Mais en tout cas, ce rassemblement, il doit en faire partie. Aucun rassemblement de la gauche ne pourra avoir lieu sans celui qui fait 22%. Et il devra avoir une certaine place dans ce rassemblement, mais parce qu'il représente quelque chose aujourd'hui au sein de la gauche française. Et donc, ceux qui... alors, je sais bien les mécanismes qu'il y a derrière ça. Hein. C'est en gros... ah bah oui, il est largement devant, je voudrais lui piquer la place, donc il faut d'abord que je le désigne. Mais ça, c'est des raisonnements. C'est prospérer sur les cendres de la gauche. Mais ça peut prendre 40 ans de raisonner comme ça, avant qu'on puisse espérer revenir un jour au pouvoir. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt à vouloir agréger les différentes personnalités qui apportent quelque chose à la gauche, qui ont des idées novatrices, qui ont une certaine notoriété, qui travaillent, qui ont des propositions. Et donc, forcément, quand on veut agréger, ça veut dire n'éliminer personne. Et surtout, ne pas chercher à nuire à celui qui, jusqu'à preuve du contraire, depuis 10 ans, est le seul à être en capacité de pouvoir espérer atteindre le second tour de la présidentielle. Merci. Et toute dernière question, est-ce que tu penses qu'il y aura une dissolution dans les prochains jours, les prochaines semaines? Motion de censure, donc. Oui, pas une dissolution, mais une motion de censure, effectivement. C'est moi en plus qui était mis le... je sais pas, parce qu'en fait, le problème c'est que Macron, avec son petit jeu à ne vouloir absolument pas reconnaître le résultat de l'élection et ne pas mettre un Premier ministre issu du NFP à Matignon, il s'est mis lui-même dans les mains du RN. Et donc en fait, le bouton de la censure, Macron lui-même s'est mis dans la main du RN. Donc si oui, ça doit dépendre de est-ce que le RN va la voter ou pas. Alors ils jouent, des fois ils disent on va la voter, on va pas la voter. Et moi je sais pas ce qu'ils sont capables de faire, donc tout est possible. Est-ce que la gauche est prête à gouverner? Ah mais nous on est prêts. Mais on a un programme, il est toujours là, il a une proposition de Premier ministre, donc nous on est là, on est prêts. D'ailleurs on l'a prouvé là pendant les débats budgétaires, parce que les amendements qu'on a fait passer, qui sont progrès, on a démontré par nos amendements qu'on pouvait aller chercher de l'argent là où il y en avait, pour ne pas avoir à appliquer un budget austéritaire et faire des coupes sombres dans les services publics, dans l'hôpital public, dans l'école, dans la police, etc., dans la justice. Donc, en plus, on l'a démontré là, pendant le débat budgétaire, alors qu'on n'était même pas aux manettes, que contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire le gouvernement, il est parfaitement possible d'aller ponctionner un tout petit peu sur les milliards d'euros de bénéfices des grandes entreprises, pour ne parler que de ça, pour préserver nos services publics, qui, eux, sont là pour tout le monde. Merci, Arash Saïdi. Et bonne continuation au Parlement européen et à Angers. Merci, à bientôt.